Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé Poitras-Raymond, je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et bien encore une fois pour cette semaine, on a une très très belle équipe de chroniqueurs. On va commencer l'émission avec Julien Lehoux. Tu viens nous parler du grand Antonio, une figure connue à Montréal. Exactement. Mais bonjour Chloé et salut, bonjour Elliot aussi. Comment ça va? Ça va et toi? Mais ça va, je t'ai pas oublié Elliot. Mais oui, je vais parler dans le fond du grand Antonio Bariacevic. Fantastique. Oui. Après la pause, Kin Nguyen Nguyen va venir nous parler de l'évacuation de la marine sud-vietnamienne. Et enfin, on va terminer l'émission avec Alexandre Fasseur qui vient nous parler de l'élection présidentielle de 1981 qui a mené à l'élection de François Mitterrand. Et je suis accompagnée là, pour la dernière fois cette session d'Eliott Boulat. Allô Eliott. Allô Chloé. Donc, sans plus tarder... Je pensais que tu aurais parlé. C'est un petit speech de fin. Ouais, je dis, c'est la dernière émission qu'on va... Pas grand-chose à dire. Je remercie toute l'équipe pour cette année, mais je dois m'envoler vers d'autres cieux pour un temps. Donc, je laisserai ma place à Julien et à bien d'autres pour les 2 mois à venir. Ben, c'est nous qui te remercions, Elliot, pour toutes oui. Puis on va te retrouver avec plaisir en septembre. Oui. Avec plaisir. Donc, on va commencer l'émission avec Julien. Oui, ben en fait, si la buée se dissipe de mes lunettes, je vais vous parler de Antonio Bariacevic, surnommé aussi le Grand Antonio. Et je fais un peu la blague, mais ça fait un peu conclusion sur ma mini-série sur les lutteurs professionnels qui s'appelle Antonio. Je vais en faire plus, mais apparemment, il y en a juste 2. Donc, ça va... C'est quand même précis, là, comme c'est série. très, très précis comme sujet, mais bon, regarde, c'est ça qui est ça. Donc, Antonio Bariacevic, que je me rends compte, c'est un monsieur ultra connu dans le paysage montréalais depuis de nombreuses années, mais que nous, des personnes un peu plus jeunes comme toi puis moi, Chloé, on vient d'avoir 16 ans récemment d'ailleurs, on connaît pas Antonio Bariacevic. Non, c'est pas quelqu'un que je connaissais. Non. Moi, en fait, j'ai vraiment tombé sur ce monsieur-là carrément sur des forums de lutte. Je savais même pas que c'était une personne si connue que ça, mais bon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Antonio Bariacevic, je vais vous parler de sa carrière d'homme fort, de sa carrière de lutteur professionnel et de sa carrière en tant que colosse du Berry-UQAM, la station de métro qu'on connaît tous si bien. Donc, pour commencer, je vais faire un peu son enfance, qui est quand même très nébuleux. On n'en connaît vraiment pas beaucoup sur Antonio. De ce qu'on sait, c'est de la part d'Antonio lui-même. Donc, on sait qu'il est né en Yougoslavie en octobre 1925, puis qu'il aurait probablement jamais été à l'école. Antonio ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Et selon des entrevues qu'il aurait données lui-même, Antonio proclame qu'il a été mis au travail à l'âge de 6 ans, qu'à 12 ans, il arrachait des arbres avec une corde qui s'attachait autour du cou, et qu'il pouvait courir 24 heures d'affilée sans se fatiguer. Donc bon, évidemment, on peut se douter de la véracité de ses propos, mais... Ouais, le 24 heures, c'est un petit peu... Ouais, le 24 heures, je pense... Bon, regarde. moi, je cours 24 secondes, puis je m'essouffle, mais bon... on peut comme un peu douter de la véracité de ses propos, mais on sait parfait que la carrière d'Antonio va prouver qu'il était bel et bien une vraie force de la nature. Donc, ce qu'on sait un peu de sa jeunesse en Europe, c'était qu'Antonio aurait vécu la Deuxième Guerre mondiale, il aurait été dans un camp de réfugiés durant un certain temps, mais Antonio va complètement... C'est la partie de sa vie qui va complètement refuser de parler. On sait pas trop pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a de l'air, par contre, d'être un événement très traumatisant pour lui. Et ce qu'on va voir au fil de sa vie, c'est que c'est un monsieur qui avait probablement beaucoup de problèmes de santé mentale, qui a jamais été diagnostiqué à l'époque. Et peut-être, là, on fait la spéculation que que l'origine de ces problèmes-là aurait survenu durant ces années-là dans un camp de réfugiés. Mais tout ça pour dire... Antonio va arriver au Canada en 1945, il va arriver en Nouvelle-Écosse et va se déplacer rapidement à Montréal, et c'est à Montréal qu'il va faire son lieu d'habitation habituel pour le restant de sa vie. Et au Québec, c'est là qu'il va commencer à faire ses premiers éclats, pour en dire un peu. Donc, à partir de la fin des années 40 ou durant les années 50, Antonio va faire son apparition dans plusieurs compétitions d'hommes forts, et c'est dans ces compétitions-là qu'on peut retrouver des statistiques officielles de sa stature. Je l'ai pas mentionné, mais le Grand Antonio, c'est pas un surnom qui sort de nulle part. Le monsieur mesurait 6 pieds 4 pour un poids de 465 livres. OK, donc c'est imposant, là. Un monsieur très, très imposant, exactement. On comprend pourquoi on s'en souvient, là, donc visiblement. Oui, visiblement, on va y aller là-dessus. Mais bon. Et en fait, en 1952, il va déjà devenir un athlète très reconnu. Il va passer au Guinness Book of World Records pour avoir tiré un train de 19,8 mètres pour 433 tonnes. C'est beaucoup. Oui. Puis en fait, tirer des affaires, là je parle de tirer, carrément pas tirer avec un fusil, mais vraiment tirer à la corde, disons, semblait être un passe-temps pour Antonio.
Parce Donc, pas juste de la compétition, là. Non, on dirait que c'est quelque chose qu'il faisait vraiment pour le fun. Dans le sens qu'au cours des années, il va être vraiment mis... plusieurs fois, on va le voir à la télévision, où est-ce qu'on va le voir, maintenant tirer des autobus de la ville avec des passagers dedans. On va le voir aussi tirer des avions, tirer des trains, tirer plein d'affaires. Mais il y a beaucoup de témoins qui vont alléger avoir vu Antonio le faire de son propre temps libre sans qu'avec personne ne semble pas le regarder. Dans le sens que, pendant que j'écrivais ma chronique, c'est une anecdote, pendant que j'écrivais ma chronique, j'ai ma collègue, qui est une femme d'un certain âge, qui lisait ma chronique au fur et à mesure que je l'écrivais, puis qui s'est juste dit, Antonio, je le connais. J'ai déjà vu Antonio tirer un autobus. Il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas d'équipe de télévision. C'est à l'époque où il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'appareils photo non plus. Quand un autobus faisait son arrêt, il se mettait devant, il mettait une corde autour de l'autobus, et sans l'autorisation du chauffeur, il commençait à le tirer dessus. Les autobus pleins? Plein, vide, peu importe. Il faisait ce qu'il voulait. C'est un peu dérangeant pour la run de l'autobus. Oui, mais justement, en fait, j'ai trouvé un article de journal qui a été publié, je sais plus en quelle année, j'aurais dû le prendre en note, en fait, où est-ce qu'Antonio aurait tiré un autobus de la 55 du boulevard Saint-Laurent et apparemment, le chauffeur a protesté tout le long. Je vais vous faire un état de mon anglais plus que désuet pour citer cet article de journal-là que je trouve vraiment très, très comique. Attention à mon anglais. The bus driver was pleading with him étant Antonio, not to, because it was kind of late on the schedule, but he didn't care. He just grabbed the bus with a rope and pulled it. And when the police officers came, they just stood there and watched him and didn't try to interfere. Imagine getting this type of individual into a police car. Donc, bref, la police le voyait, elle faisait, mais il faut rien faire quand t'as un monsieur aussi gros que ça, aussi corpulent que ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc, pour ce genre de coup-là, Antonio était très célèbre. Et éventuellement, cependant, on va voir au fil de sa vie, là, il va commencer à demander la permission à des chauffeurs d'autobus. Ah, c'est une bonne étape. Juste vers la fin de sa vie, disons. Puis enfin, en parlant d'autobus, Antonio aurait reçu un autre prix du Guinness en 1960 pour avoir tiré 4 autobus remplis de passagers sur la rue Sainte-Catherine. Et là-dessus, en fait, c'est là que je vais vous parler un peu de sa petite carrière de la lutte professionnelle. J'ai déjà mentionné dans ma première chronique, je pense que c'était en janvier 2020, les archives de la lutte professionnelle sont vraiment très, très floues. On n'a pas grand-chose, en fait. Il y a vraiment pas grand-chose. Comme j'ai dit, c'était beaucoup des shows qui étaient dans des carnavals, des shows un peu ambulants. Il n'y avait pas vraiment de journalistes pour faire pour écrire là-dessus. Donc, c'est vraiment un peu difficile d'établir précisément sa carrière. Selon certaines sources que j'ai trouvées moi-même sur le net, il aurait commencé en 1959 directement à la télévision. Donc déjà, pour un lutteur qui commence à la télévision, c'est déjà quelque chose pour l'époque. Il va commencer pour la National American Wrestling Association sous le nom de Narcissus. Mais il va abandonner peu après ce pseudonyme pour prendre celui beaucoup plus célèbre et sur celui qu'on connaît très bien, The Great Antonio, en français, le Grand Antonio. Et durant sa très courte carrière dans la lutte, il va surtout lutter pour les grosses ligues de lutte. Donc, encore une fois, il va passer à la télévision, puis il va passer dans les très très grosses compagnies, comme la Big Time Wrestling, qui est l'ancêtre de l'illustre Fédération canadienne de Stampede Wrestling, qui a fermé ses portes à un moment donné. La précision. Je vais pas dire n'importe quoi. Ça a fermé ses portes assez récemment, dans les 10 dernières années. Mais bon, bref. La Capital Wrestling Alliance, qui est l'ancêtre de la présente WWE, et la National Wrestling Alliance, qui existe toujours aujourd'hui, qui est aussi la plus vieille fédération de lutte. Et en fait, durant cette première tournée, Antonio va surtout être présenté comme un monstre gigantesque avec une force surhumaine. Et booké très souvent dans des matchs à lui contre plusieurs. Donc, Antonio contre 2 lutteurs, ou contre 3, ou contre 4. Antonio va lutter quand même des noms très connus. Comme, par exemple, peut-être que tu connais, les Vachons. Donc, ça a été Mad Dog Vachon et son frère The Butcher Vachon. C'est 2 lutteurs montréalais. Mais malgré les chances contre lui, dans le fond, un contre plusieurs, Antonio va très souvent et évidemment remporter tous ses combats. Une grosse surprise. Et en fait, sa carrière semble d'abord être de courte durée, avec un dernier match en 1960 contre le très célèbre et la superstar Bruno Sammartino. Ce gars-là a été champion pendant genre 3000 jours. Fait que je le dis souvent, mais c'était le Hulk Hogan de l'époque. Ça, je pense que je l'ai dit au moins 5 fois quand je parle de lutte. Bon, c'est plate que Hulk Hogan soit le seul référent. Mais bon, là-dessus, c'est là que c'est plus compliqué de connaître sa carrière de lutteur parce que il n'y a pas vraiment de source. J'ai retrouvé des fois certains articles de journaux qui vont mentionner qu'il aurait fait de la lutte quelque part au début des années 70 dans l'ouest du Canada, mais pas plus de détails que ça. Sinon, entre-temps, durant les années 70, je vais peut-être sortir un peu la lutte, je fais une petite parenthèse, mais Antonio va être fréquemment à la télévision, puis très souvent pour des frasques très excentriques. Donc, il va par exemple... On parle à la télévision, il n'est pas invité à la télévision, il est plutôt filmé. Un peu des deux. Okay. Il va être à la fois invité, puis à la fois être à la télévision de c'est qui lui.
Donc, par exemple, on va le filmer en train de combattre, et je mets combattre entre guillemets, des ours. Il va demander à ce que la compagnie Boeing lui donne un avion en échange qu'il va le tirer en direct. Fait que, il voulait avoir son jet privé. Il y aura aussi plusieurs personnes qui vont témoigner qu'Antonio, à un moment ou à un autre, les a approchés parce qu'il voulait faire des films sur lui. Il disait qu'il allait se combattre, il allait faire de la boxe, qu'il allait chanter des chansons. Antonio, bref, voulait vraiment être devant les projecteurs à tout prix. Et c'est en 1977 que j'ai retrouvé sa deuxième tournée de lutte professionnelle. Et en fait, c'est probablement l'un des événements les plus célèbres dans l'histoire de la lutte japonaise. Puis c'est là que je fais directement un crossover avec ma dernière chronique du 29 janvier 2021. C'est son combat contre Antonio Inoki. Donc l'autre Antonio. L'autre Antonio, c'était le combat des Antonio. En fait, en 1977, le grand Antonio va être introduit à la New Japan Pro Wrestling, qui est la fédération de Inoki, comme j'en avais mentionné à ma dernière chronique, et pour une petite tournée. Et lors de celle-ci, Antonio va être présenté comme un monstre absolument imbattable, tandis qu'il est fréquemment seul contre 2 ou 3 lutteurs, comme on l'a vu auparavant. Et là, il va combattre Inoki pour une première fois le 29 novembre 1977. Il va gagner pour de faux. Donc, l'histoire, c'était qu'Inoki va terrasser ce monstre qui vient de l'étranger. Et finalement, le combat va se donner une deuxième fois. Et ça va être le chaos total. Okay. Il n'y a rien qui va fonctionner. En fait, pour des raisons propres à sa propre personnalité, Antonio va refuser de coopérer avec Inoki. Donc, quand Inoki va donner des coups de poing ou des coups de pied, Antonio va faire semblant que les coups ne faisaient rien. Il était comme, je suis invincible, les coups ne me font pas mal. Et à un moment, Antonio va commencer à donner des vrais coups de poing à l'arrière du crâne de Inoki, que dans n'importe quel sport de combat, qu'il soit faux ou qu'il soit vrai, c'est un gros non. On donne jamais de coups à l'arrière du crâne. Et là, Inoki va se fâcher. Et il va commencer à frapper Antonio pour de vrai. Après 3-4 coups, Antonio va tomber sur le sol. Il a l'air d'être un peu inconscient de ce qui se passe nécessairement. Puis Inoki va commencer à lui donner des coups de pied au visage d'Antonio jusqu'à ce qu'il se met à saigner. L'arbitre va finalement dire, on va arrêter ce combat-là. Fait que ça va être un KO. Inoki a gagné. Et Antonio, va arrêter sa carrière de la lutte et il va plus jamais retourner au Japon après. Et c'est donc, là il va arrêter sa carrière complètement après ça. Là. Après, c'est vraiment son dernier combat à vie. Fait qu'on sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête d'Antonio après ça. Comme je dis, il était un peu dans son propre monde. Et là-dessus, après sa carrière de la lutte, Antonio va devenir naturellement plus vieux. Il a fait ce combat-là en 77, il y avait quelque chose comme, peut-être je pense, 52 ans, bref. Il va être un peu plus vieux, donc il va arrêter de faire des compétitions d'hommes forts, il va arrêter de faire un peu ses prouesses. On va le voir au courant des années 80, apparaître dans quelques films et séries B, mais ça sera pas vraiment une carrière nécessairement. Donc maintenant âgé, ses apparitions à la télévision vont se raréfier, il va être de moins en moins devant les médias et les gens à Montréal vont le connaître de moins en moins pour sa carrière et de plus pour son physique. Antonio va être en fait un habitué, comme je l'ai mentionné, de la station Berry-UQAM. Ce ne sera pas un itinérant. Il y aura un logement sur Beaubien. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes sur Internet qui m'ont, après ma publicité, qui m'ont dit qu'ils l'ont vu plusieurs fois à Beaubien. Qu'ils connaissaient de vue, là. Qu'ils connaissaient de vue, qu'ils voyaient juste ce gros monsieur-là, gigantesque, avec ses cheveux comme à la dreadlock, mais après un certain nombre d'années, il arrêtait de se couper les cheveux puis il arrêtait de se les laver. Fait que c'était juste des gros tas de cheveux, je veux pas être méchant, mais absolument vraiment dégueulasse, avec ses gros sacs de vidange remplis de photos de lui, okay. Où est-ce qu'il prenait des photos avec des acteurs, des actrices, des chanteurs. Il y a une photo de Pierre Trudeau qui était là, bref. C'est une image assez comme frappante là, pour les gens de... Exactement, de juste voir ce gros monsieur-là qui essaie de vendre des photos aux gens pour pouvoir se payer ses donuts au Dunkin' Donuts de Beaubien. Apparemment, il allait souvent là. Et cependant, on va réaliser que sa santé mentale va vraiment rapidement se détériorer. L'homme fort est devenu un vieux gaillard aux cheveux gigantesques et mêlés. Et puis, s'il va accepter de parler à n'importe qui voulait bien l'écouter, on se rend compte que son discours devient de plus en plus incohérent. Fait qu'il y a peut-être un mélange un peu entre ses propres problèmes de santé mentale, mais aussi, la vieillesse, la démence et tout. En fait, quand il y aura des journalistes qui vont lui parler, il va carrément... déclarer qu'Antonio viendrait pas de la Yougoslavie, mais il serait plutôt un extraterrestre descendu sur Terre. Puis pour lui, c'est la seule explication logique de pourquoi il était aussi fort que ça. Okay. Donc il était vraiment rendu dans un autre univers, le pauvre monsieur. Et puis c'est comme ça qu'il va continuer jusqu'au reste de sa vie. Il va décéder en 2003 d'une crise cardiaque pendant qu'il faisait son épicerie. Et pour plusieurs Montréalais, c'est là qu'on va un peu qu'on va redécouvrir sa célébrité. Parce qu'évidemment, il va décéder, il y aura une couverture médiatique, et c'est là qu'un peu les journalistes vont remontrer, regardez, c'était un homme fort, c'était un professionnel, un lutteur professionnel, et ainsi de suite. Et pour les Montréalais, c'est un peu que ce monsieur-là extravagant que je rencontrais tout le temps dans le métro était une vraie célébrité à l'époque. Et c'est après ça que la légende d'Antonio va reprendre de plus belle. Il y aura des plaques commémoratives qui vont être mises sur lui. Il y aura des bandes dessinées qui ont été faites sur lui aussi. Et aussi, mais comme tout le monde le connaît, mes aïeux ont fait une chanson sur lui. OK, ouais. Et d'ailleurs, je pense que je pourrais arrêter là-dessus. J'ai décidé de mettre pour la pause musicale une chanson qu'Antonio aurait lui-même enregistrée à un certain moment. Je pense que c'est une chanson de Michel Louvain qu'il a décidé de chanter lui-même. Et je trouve que c'est franchement une très belle chanson. Je me dis, ça ferait
ça clorait parfaitement ma chronique. Oui. Elliot, pourrais-tu mettre ma chanson qui s'appelle « Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur » ? Je me pose la question tous les jours. D'ailleurs, merci Chloé de m'avoir accueilli, merci à Elliot, et ça me fait toujours plaisir de retourner à l'histoire de passer le temps. Now, ladies and gentlemen, the great Antonio Singh. Musica maestro. Ma pourquoi donc tu as brisé mon corps? Et ma pourquoi donc n'ayez un tel bonheur? Et ma jeta per toujours, oh ma chérie, ma tout l'amour que pour toi j'ai gardé. Ma reviens-moi, je t'attends, ma reviens-moi. Et jour la nuit, je t'attends, oh mon amour. Ma che vuoi fare per che un jour tu comprenais, ma tout l'amour que pour toi j'ai gardé. Et ma reviens-moi, oh ma chérie. Ma tu sais bien que va tendre les bras. Et ma tout le mal qu'un jour tu m'as fait. Et ma pourtant je t'aime pour toujours. Ma reviens-moi, je t'attends, ma reviens-moi. Ma jour la nuit, je t'attends, oh mon amour. Ma che vuoi fare per qu'un jour tu comprenais, ma tout l'amour que pour toi j'ai gardé. Ma reviens-moi, oh ma chérie. Ma tu sais bien que va tendre les bras. Et ma tout le mal qu'un jour tu m'as fait. Et ma pourtant je t'aime pour toujours. Ma reviens-moi, ma reviens-moi. De retour à Histoire de passer le temps. Et on va poursuivre l'émission avec Kim Luen Nguyen. Il y a quelques semaines, tu étais venu nous parler de 2 programmes d'évacuation à la fin de la guerre du Vietnam. Et donc, c'est l'évacuation des enfants, des civils. Et cette fois-ci, tu nous parles de l'évacuation de la marine sud-vietnamienne, c'est ça? Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évacuation de la marine sud-vietnamienne le 30 avril 1975, lors de la fin de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui est d'ailleurs le 46e anniversaire de cette opération secrète. Donc, tout d'abord, pour un peu comprendre l'évacuation de la flotte sud-vietnamienne, il faut regarder le contexte et les débuts. Et savoir qu'en fait, c'est un heureux accident grâce à Richard Armitage. Richard Armitage, en fait, c'est un ancien officier de la marine américaine qui a combattu durant la guerre du Vietnam avant de mettre fin à son service militaire en 1973 et de rejoindre le département de la Défense en tant qu'employé civil. Cette décision, en fait, est faite pour exprimer son objection aux accords de paix de Paris de 1973. Et durant son service militaire au Vietnam, il se bat régulièrement aux côtés de la marine sud-vietnamienne, apprend à maîtriser le vietnamien et devient très proche avec de nombreux sud-vietnamiens, dont un certain capitaine Do Kim. Et c'est très important cette relation-là. Donc là, en 1975, alors que les forces communistes avancent sur Saigon et que l'armée sud-vietnamienne est en déroute, Armitage fait partie d'une équipe avec Eric von Marbod, assistant secrétaire à la défense des États-Unis, et ils font partie d'une équipe que leur tâche, en fait, entre autres, c'est de s'assurer que tout le matériel de guerre américain utilisé par l'armée sud-vietnamienne, c'est-à-dire les avions, les tanks et les navires, ne tombe pas entre les mains des communistes qui avancent sur Saigon. Et le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de misère à faire cette tâche-là à cause de l'ambassadeur Graham Martin, qui lui refuse de croire que la situation est désespérée, et il bloque régulièrement les efforts de cette équipe-là pour préserver le moral sud-vietnamien. Donc lui, il voit encore de l'espoir. Ouais, c'est ça. En fait, il avait énormément de problèmes de jugement durant son mandat,
surtout en 1975, et croyait en des miracles. C'est en fait, entre autres, c'est expliqué par le fait qu'il y a un de ses neveux qui est décédé durant la guerre, et ça l'a beaucoup affecté. L'équipe de von Marbod et d'Armitage tente d'empêcher la capture des avions de l'armée de l'air sud-vietnamienne le 28 avril, mais échoue quand la base aérienne de Bien Hoa tombe aux communistes cette journée. Malgré cela, il reste encore du matériel de guerre à détruire ou à évacuer face à l'avancée communiste. Parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'eux ne reprennent pas ce matériel-là. C'est ça. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se ramassent dans les mains des communistes, qui d'ailleurs encore en usage aujourd'hui. Mais cela inclut également la flotte sud-vietnamienne. Celle-ci, en 1973, en fait, est la plus grande force navale des pays de l'Asie du Sud-Est, avec 42 000 membres à son sein et 1500 navires et bateaux. Durant l'avancée communiste de 1975, en fait, la flotte sud-vietnamienne travaille d'arrache-pied pour évacuer le plus de citoyens sud-vietnamiens, pour les ramener dans des zones sécuritaires, transporter le plus de troupes vers les zones de combat et les évacuer quand la situation s'empire. En fait, beaucoup des navires, dus à l'usage élevé, brisent plus rapidement qu'on peut les réparer. Armitage reçoit l'ordre de détruire les navires, mais sa conscience lui dit de faire autrement. À cause de ça, il rentre en contact avec un de ses amis, le capitaine Do Kim, qui est devenu en fait le chef adjoint des opérations de la marine sud-vietnamienne. Il est responsable des opérations quotidiennes de la marine. Et ensemble, ils font un plan pour voler les navires sud-vietnamiens afin d'évacuer leur équipage et leur famille. Les voler? Parce que officiellement, ça passe très mal parce que dans le fond, la marine devait se battre jusqu'à la fin, mais avec la situation actuelle et tout, les gens ils considéraient que c'était plus viable de sortir ces gens-là que d'autres choses. Donc, Do doit partir en fait avec ses navires le 18 à 18h, le 29 avril, dû à l'intensification des assauts communistes. En fait, il doit devancer ses départs de ses navires de 4 heures. En fait, durant les dernières heures, en fait, la situation est si grave et si terrible que les bombes pleuvent tellement proches, de plus en plus proches du quartier général, que le bon capitaine, en fait, est obligé de courir dans son quartier général, crier au bout de ses poumons pour dire aux gens, OK, il faut partir maintenant. Et Do, en fait, reste sur l'un des derniers navires à quitter Saigon. Il quitte, en fait, peu après minuit, le 30 avril, en s'enfuyant sur son ancien navire de patrouille durant la guerre. Et pendant qu'il part, en fait, il tombe sur d'autres embarcations remplies de gens qui cherchaient également à se faire évacuer. Il s'arrête pour certains et il doit en ignorer d'autres. En fait, il considère en fait que c'est un miracle qu'il ne s'est pas fait tirer dessus durant sa fuite. Maintenant, on va changer un peu le point de vue pour voir un autre des acteurs clés de cette évacuation, c'est-à-dire le USS Kirk. Et c'est en fait un des navires américains qui participe à l'évacuation de la République du Vietnam. Et le USS Kirk, en fait, c'est un navire d'escorte qui a également participé à l'évacuation de la capitale du Cambodge, Phnom Penh, durant l'opération Eagle Pool. Le Kirk est déployé durant Frequent Wind pour protéger la flotte contre des attaques aériennes, mais finit par devenir un point d'atterrissage où est-ce que plusieurs hélicoptères sud-vietnamiens atterrissent avec des passagers à bord avant que les hélicoptères soient jetés par-dessus bord. Et ces passagers-là, c'est surtout des civils ou c'est des militaires? C'est militaires, civils, c'est n'importe qui ont pu trouver un lift. Ben c'est les... Ouais, OK. C'est ça. Tout le monde qui veut quitter. C'est ça. Tout le monde qui peut quitter puis qui a la chance de se trouver un hélicoptère. Ces hélicoptères se déroulent très bien, malgré le fait que les pilotes sud-vietnamiens, encore une fois, ne sont pas formés pour atterrir sur des navires de guerre. Il y en a un, en fait, c'est un hélicoptère, un Chinook. Dans le fond, c'est un hélicoptère absolument immense avec 2 hélices sur le top, qui est trop gros pour atterrir sur le navire. Et, dans le fond, le pilote stabilise l'hélicoptère au-dessus du navire et commence à dire à ses passagers « sautez ». OK. C'est un peu dangereux. Oui, les marins, en fait, attrapent les gens au fur et à mesure qu'ils sautent. Et en fait, l'une des dernières personnes qui sortent, c'est le bébé de 10 mois qui est lancé vers le navire par sa mère. Ouf. Et par miracle ou par compétence extrême de la marine américaine, personne n'est blessé. Le pilote de ces hélicoptères, après ça, décide d'écraser son hélicoptère pas loin. Et alors que tout le monde craint le pire parce que l'hélicoptère est complètement détruit dans l'écrasement, le pilote sort miraculeusement indemne et il y a des marins qui sont si heureux qu'ils se jettent à la mer pour essayer de le repêcher. Tandis qu'il va être repêché par des canots, par des marins un peu plus prévoyants. Par la suite, le Kirk lève l'ancre avec le reste de la flotte américaine le 30 avril 1975, après que l'évacuation est terminée. Le capitaine du navire, Paul Jacobs, reçoit un message surprenant de l'admiral en charge de l'évacuation, l'admiral Donald Whitman, et le contenu est très simple. We're gonna have to send you back to rescue the Vietnamese Navy. We forgot them, and if we don't get them, or any part of them, they're all probably going to be killed.
Jacobs reçoit une autre surprise. Il doit prendre les ordres d'un civil, Richard Armitage. Armitage rencontre le supérieur immédiat de Paul Jacobs, le commodore Donald Roan, à bord du USS Kirk. Et ils ont une conversation un peu particulière. Roan, en fait, dit à Armitage, Young man, I'm not used to having strange civilians come aboard my ship in the middle of the night and give me orders. Armitage lui répond, Sir, I am equally unaccustomed to coming aboard strange ships in the middle of the night and giving orders, but steam to Gongshang. Le Kirk et son équipage de 260 hommes repartent vers le Vietnam, vers l'île de Gongshang, qui est en fait le lieu d'une ancienne prison coloniale française, le Pulo Condor, avant d'être utilisé par le gouvernement sud-vietnamien comme une prison tristement célèbre pour son emploi de cage à tigres pour les prisonniers, comme cellule de détention. C'est intense. Oui. C'est assez intéressant comme histoire aussi, ça. Une autre chronique. Oui. Les Américains arrivent à Gongshang à l'aube et sont surpris par ce qu'ils voient devant eux. Il y a 30 navires de guerre sud-vietnamiens et des douzaines de navires cargo et de bateaux de pêche remplis de réfugiés. Les navires sont en piteux état avec plusieurs dont les moteurs ne sont plus fonctionnels. Les marins américains montent à bord sur un navire avarié pour essayer de les réparer le plus rapidement possible. Dans un des pires cas, en fait, ils sont obligés d'abandonner un navire parce que le navire est si surchargé et si endommagé qu'il prend l'eau et que les passagers sont obligés de vider l'eau avec leurs souliers. En fait, ce navire, durant l'évacuation, il y a une femme en fait, qui tombe à l'eau quand un homme, voulant sortir plus vite, la pousse et ça fait un début de panique et d'émeute. Heureusement, un officier de l'armée sud-vietnamienne, un jeune lieutenant, intervient rapidement et abat l'homme en question avec son pistolet avant de donner un coup de pied et jeter le corps par-dessus bord, ramenant immédiatement l'ordre à l'évacuation du navire. Dans le fond, une fois que les évacuations sont terminées, tous les navires quittent le Vietnam pour les Philippines. Pendant ce temps, le USS Kirk prend la tête du convoi, mais est assisté par d'autres navires américains. Ils offrent des soins médicaux et de la nourriture pour des réfugiés. Malheureusement, 3 personnes vont décéder durant le voyage vers les Philippines, dont le plus jeune est un bébé de 1 an 9 mois, suite à une grave fièvre ou une pneumonie, dépendant des rapports, malgré les meilleurs efforts du personnel médical du Kirk. En fait, ils ont même le capitaine, en fait, a donné sa cabine pour le traitement du bébé. Donc, il n'y a pas eu vraiment une fois que la marine a commencé à évacuer, il n'y a pas vraiment eu d'attaque. Non, c'était vraiment, là, ils ont littéralement volé la flotte, puis il n'y a personne qui n'a rien pu faire. Et dans le fond, c'est ça. Pour en revenir au bébé, en fait, son nom c'est Bowley. L'équipage du USS Kirk, en fait, organise des funérailles militaires en haute mer pour le petit, où la dépouille de l'enfant est placée dans un cercueil enveloppé des drapeaux sud-vietnamiens et américains, avant d'être jeté à la mer par une nuit froide. D'ailleurs, les Américains, en fait, l'équipage note les coordonnées pour que la famille puisse éventuellement revenir et se recueillir sur le lieu de l'enterrement. Après une semaine de transit, les navires arrivent aux Philippines à la base américaine de Subic Bay. Et ils se heurtent à un dernier obstacle, c'est-à-dire le gouvernement des Philippines. Le président, Ferdinand Marcos, refuse de laisser les navires sud-vietnamiens rentrer dans son pays, puisqu'il reconnaît désormais l'autorité du gouvernement communiste vietnamien et considère que les navires sud-vietnamiens doivent retourner au Vietnam, puisqu'ils sont la propriété du nouveau gouvernement. Parce qu'on rappelle que c'est des navires volés, là. Oui, c'est ça. Très rapidement, en fait, Richard Armitage et Do Kim inventent une excuse pour permettre l'arrivée des navires sud-vietnamiens. L'officier sud-vietnamien, en fait, déclare que les navires, en fait, vont être retournés aux États-Unis puisqu'ils ont été prêtés pour combattre les communistes, mais que la guerre est terminée et donc le prêt est également terminé. Les 2 hommes courent pour trouver 32 drapeaux américains sur les navires américains pour remplacer les drapeaux sud-vietnamiens. Le changement de drapeau est très solennel pour les Sud-Vietnamiens puisque ces navires, en fait, sont les derniers vestiges de territoire souverain de la République du Vietnam. Ils chantent, en fait, l'hymne national pour la dernière fois sur leur territoire national, alors que les drapeaux sont remplacés. D'ailleurs, un des capitaines, en fait, de ces navires-là, son navire était le premier navire de partir des États-Unis sans escorte et complètement, avec un équipage complètement vietnamien. Et c'est le capitaine qui, dans le fond, c'est le même capitaine qui, dans le fond, est en charge de baisser le drapeau pour une dernière fois. Et, dans le fond, ces gestes-là permettent cependant aux navires sud-vietnamiens, anciennement sud-vietnamiens maintenant, de rentrer aux Philippines et ça sauve la vie de 20 à 30 000 réfugiés. Et là, maintenant, je vais couvrir aussi également la mémoire de l'évacuation de la flotte. La mission du Kirk, en fait, est cachée après la guerre pendant 35 ans, soit jusqu'en 2010. Oui, quand même. Ouais. Ceci est dû à 3 facteurs. Tout d'abord,
L'amertume face à la guerre du Vietnam et à sa fin a fait en sorte que personne en fait voulait entendre parler de la guerre d'une façon positive. Également, le fait que l'évacuation et le vol entier d'une flotte ne passent pas particulièrement bien diplomatiquement. Finalement, les marins américains qui sont impliqués en fait considèrent que c'était pas assez palpitant. C'était pas des bonnes anecdotes. C'est ça, c'était pas une opération très palpitante ou excitante puisque dans le fond, c'est un peu difficile de se vanter d'avoir changé des couches et fait du riz pendant une semaine à des hommes qui sont formés pour combattre avec des canons et des torpilles. C'est vraiment les mots de l'équipage. Également, la US Navy a caché les documents pendant 35 ans. C'est seulement en 2010 que les documents sont retrouvés et que le USS Kirk et son équipage, en fait, sont reconnus pour leurs efforts de 1975. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est en 2010 qu'ils ont fini par... Pas vraiment, en fait. C'est juste, ça a été déclassifié. C'est ça, déclassifié ou que quelqu'un a juste trouvé ça dans un bureau sombre de la US Navy. Et en fait, dû au fait que ça a été caché pendant tout ce temps-là, les marins, en fait, qui participent n'ont même pas pu avoir la Vietnam Service Medal. Dans le fond, une médaille à donner à tout le monde qui ont servi au Vietnam de proche ou de loin. Depuis ce temps-là, depuis 2010, dans le fond, l'équipage du USS Kirk commémore l'évacuation en retraçant les réfugiés qu'ils ont sauvés et organise des réunions et retrouvailles pour les rencontrer. Par exemple, ils ont retrouvé le pilote d'hélicoptère mentionné plus tôt, ainsi que la famille de Bowley, qui a fini par s'installer au Texas. Ce dernier, en fait, est commémoré comme membre d'équipage honoraire du USS Kirk, et le capitaine Paul Jacobs et son équipage ont fait fabriquer une plaque pour l'honorer en 2010. Le capitaine Jacobs, en fait, considère l'évacuation de la flotte sud-vietnamienne comme le plus grand moment de sa carrière dans la US Navy et décède le 8 décembre 2020 à l'âge de 88 ans. Quant à Richard Armitage, il va être arrêté à son arrivée aux Philippines pour avoir amené les navires et les réfugiés. Il passe 3 jours en résidence surveillée avant d'être relâché. Et il va en fait pendant très longtemps envier l'équipage du USS Kirk puisque leur seule implication dans la guerre du Vietnam est positive puisqu'ils évacuent des réfugiés, contrairement à son expérience plus terrible sur le front. Dans les années qui suivent l'évacuation, Armitage travaille pour le gouvernement américain dans différents postes proches du Parti républicain, avant de travailler pour l'administration Reagan et plus récemment l'administration de George W. Bush au début des années 2000. Sa carrière va être entachée puisqu'il va être impliqué dans un scandale où il a accidentellement révélé le nom d'une agente de la CIA impliquée dans une mission secrète. Quant au capitaine Do Kim, il s'installe aux États-Unis où il devient professeur de mathématiques de sciences avant d'obtenir un MBA à l'Université de la Nouvelle-Orléans et il devient ingénieur pour une compagnie électrique de Louisiane. Il va occuper ce poste pendant 20 ans avant de prendre sa retraite pour se dédier à la communauté vietnamienne américaine de Nouvelle-Orléans et de publier ses mémoires en 1998. Puis pour les navires, il est arrivé quoi avec ça? Dans le fond, les 30 navires sud-vietnamiens ont fini par être repris par la flotte des Philippines pour servir au combat ou comme source de pièces de rechange pour l'autre moitié. En fait, le navire que j'ai utilisé dans la photo a fini comme une source par être cannibalisé comme pièce de rechange. Donc, ils n'ont jamais été retournés. Non. Le USS Kirk, quant à lui, en fait, va servir dans la US Navy jusqu'en 1993. À ce moment, il est prêté à la marine taïwanaise qui rebaptise le navire en Fenyang et ils finissent par acheter le navire en 99. Mais merci beaucoup, Ken. De rien. On rappelle que tu étais venu présenter une chronique sur les opérations d'évacuation Baylift et Freakin' Wind, que tu as mentionné un peu plus tôt dans ta chronique, le 19 mars passé. Et pour ceux qui sont intéressés, là, si vous regardez dans nos archives, tu as fait plusieurs chroniques sur la guerre du Vietnam, le démarrage général. Et on va aller en pause. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, dans le fond aussi, juste d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi justement de faire cette chronique-là aujourd'hui pour commémorer la fin de la guerre qui est aujourd'hui. Précisément aujourd'hui. Oui, 46 ans. 40, quand même, hein? Ça... Oui. Donc, on va aller en pause, Elliot? Oui, on va partir sur Cost of Living de Russell Lauder. Wish me all the best when I get
Nous sommes toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va terminer l'émission avec Alexandre Fasseur. Tu nous présentes les élections présidentielles françaises de 1981 qui ont mené à l'élection de François Mitterrand. Et en fait, pourquoi c'est cette élection particulière-là que tu as décidé de nous présenter aujourd'hui? Alors, tout simplement puisque cette élection marque une césure, une fracture dans la vie politique française contemporaine. Tout simplement parce que c'est la première fois qu'il y a eu une alternance dans la Ve République. Une alternance, c'est changement droite-gauche, et c'est la toute première fois. Donc c'est choquant. Pardon ? C'est un choc. C'est un choc, vraiment comme le nom de la radio. C'est un véritable choc. Et, on peut pas dire ça autrement. La France a été vraiment divisée entre une France très heureuse de la victoire de François Mitterrand et une France complètement catastrophée. Donc c'est très polarisé. Là. Très polarisé, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et j'ai choisi ce thème également, puisque dans un an, pratiquement jour pour jour en France, ce sera la nouvelle élection présidentielle. Donc c'est un petit clin d'œil. On se prépare. On se prépare, oui. Enfin, c'est pas moi qui me prépare, c'est plus les candidats, mais bon, au moins, ça se prépare tranquillement. Alors, si je dois faire un petit contexte de cette élection, en 1981, la droite est divisée, ce qui est... Donc si je dois dire la droite, c'est conservateur, gaulliste, centre-droit. La droite est divisée. Et la gauche ne semble pas en mesure de conquérir le pouvoir. Donc finalement, la candidature du président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, paraît tout à fait logique. Et surtout, la victoire paraît assurée. Donc on s'attend pas du tout à ce que la gauche... Ah, pas du tout. En 1978, lors des élections législatives, on s'attendait à une victoire de la gauche. Mais elle a perdu, entre guillemets, à la surprise. C'était une surprise, on s'attendait à ce que la gauche gagne. Et c'est la majorité sortante qui a été reconduite. Et il y a eu un sentiment de profonde défaite chez les socialistes et de fatalité en se disant, finalement, est-ce qu'on peut gouverner un jour ? Est-ce qu'on arriverait au pouvoir un jour ? C'est ça. Et finalement, on s'attend vraiment à la réélection de Giscard d'Estaing en 81. Donc, la campagne se met progressivement en place et une candidature sortie de nulle part, si j'ose dire, arrive, celle de l'humoriste Coluche. Alors Coluche, grand humoriste de la fin des années 70, acteur, j'allais dire provocateur, okay. Aussi, vraiment provocateur. Il n'avait pas la langue dans sa poche. On peut dire que c'est vraiment, avec Coluche, c'est l'apogée de la liberté d'expression en France. Il pouvait tout dire. Et Coluche, c'est celui qui a créé les Restos du Cœur, faut pas l'oublier, en 1985. Et cette candidature intervient en octobre 80 à la suite de son renvoi d'une radio à la Europe 1 et RMC. Donc deux grandes radios françaises. Un renvoi pour quelle raison ? Trop d'impertinence. Ok. Voilà. Il était du genre à demander à une personne, à appeler une personne, et puis la personne en face qui n'aimait pas vraiment Coluche pouvait lui répondre tiens Coluche, tu peux te le mettre dans le et Coluche répondait oui, si vous voulez, on vous le taillera en pointe. Donc ça plaisait pas vraiment, surtout sur RMC, Radio Monte Carlo, ça plaisait pas vraiment au prince de Monaco, au prince régnier, donc du coup il s'est fait virer au bout d'une semaine. Et pour ça, il se décide de se présenter à la présidentielle. Et son slogan, c'est « Jusqu'à présent, la France est coupée en deux, avec moi, elle sera pliée en quatre. » Et donc, entre guillemets, elle sera morte de rire. Oui. Est-ce qu'il est populaire? Très populaire, très très populaire. Et même, au début, on pense à un canular. Un canular, les hommes politiques, pour eux, c'est un canular, jusqu'en décembre 81, où un sondage lui donne 16% d'intention de vote. Oh, quand même. 16%, c'est énorme. Sachant qu'en France, les élections présidentielles se jouent à 1 ou 2 points. 16 points, c'est énorme. Et dans les camps politiques, c'est absolument la panique. Par exemple, il y a une anecdote, le Parti communiste avait commandé une étude de sondage
pour l'élection, et Coluche était devant Georges Marchais, le premier secrétaire du Parti communiste. Donc là, c'était une déflagration, quoi. Et finalement, c'était plus gênant pour la gauche que pour la droite. Parce que Coluche était un homme qui était une fibre de gauche, son public était un public populaire, donc une fibre de gauche, et finalement, il mordait sur l'électorat de François Mitterrand, qui était le premier secrétaire du Parti socialiste. Et ça faisait peur aussi à Giscard, puisque Giscard a été touché par des affaires, notamment les diamants de Bokassa, l'ancien dictateur centrafricain qui appelait De Gaulle mon père, qui appelait Pompidou mon frère, puis Giscard mon cousin, qui offrait des diamants, bon, qui n'avaient pas vraiment de grande valeur, mais en cadeau, des diamants. Et en France, généralement, quand on parle de diamants, quand on parle d'argent, ça passe pas. Donc, Coluche aussi appuyait sur les diamants. Donc ça plaisait pas non plus à Giscard. Et finalement, les deux, la gauche et la droite, ont fait des pressions pour annuler la candidature Coluche, qui finalement se retirera en mars 81. Alors, on a... l'élection est polarisée autour de 4 grands candidats. À gauche, il y a Georges Marchais, parti communiste, premier communiste candidat depuis 1969, et Jacques Duclos. Et le communisme à cette époque-là en France, c'est relativement populaire? On appelait les 4 grands. Okay. Les 4 grands partis, le Parti communiste faisait partie. Était membre de ces 4 grands. Donc c'est pas un parti marginal, ce moment-là. À l'époque, non. C'est l'un des très grands partis, puis surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été le premier parti de France. Et ça allait rester longtemps jusqu'à la Ve République. Georges Marchais, pardon. Oui. Georges Marchais se présente en tant que candidat anti-Giscard. Il marche sur des œufs, puisque il a pas envie, s'il attaque trop frontalement François Mitterrand, il n'a pas envie d'être considéré comme la personne qui a fait gagner Giscard. Et s'il attaque pas François Mitterrand, il ne peut pas se présenter comme le seul candidat de l'opposition. Donc finalement, sa campagne, elle est un peu bancale, si je veux dire. Et finalement, cela profite à François Mitterrand, qui, lui, se présente comme le candidat de l'opposition, mais il a eu énormément de mal à se présenter, puisque le Parti socialiste, après le congrès de Metz de 1979, a été divisé entre la gauche mitterrandienne et la gauche rocardienne, la gauche de Michel Rocard, qui se voulait plus un socialiste moderne, un socialiste vraiment de gauche, et finalement, ça a plu à une certaine partie de l'opinion, puisque Rocard était, pendant un moment, le mieux placé pour être candidat. Mais Mitterrand, avec son expérience, avec ses qualités, parce qu'il faut dire, même si les gens peuvent ne pas l'aimer, Mitterrand avait des qualités. Et il était déjà connu avant cette élection-là? Ah oui, évidemment. Deux précédentes candidatures à l'élection présidentielle, une en 65 face au général de Gaulle. C'est lui qui a mis en ballottage le général de Gaulle. Et en 74, il a fait gagner, il a perdu pour 700 000 voix. Oh, okay. Et déjà pour la gauche, ça a été dur. Ils y croyaient vraiment en 74. Mais c'est passé proche. Là. C'est passé très près. Et ils y croyaient vraiment. Et là, en 81, Mitterrand, il se fait un peu passer pour un has-been. Et certains grands ténors du Parti socialiste se demandaient pourquoi donner la candidature à un candidat qui retriple. Donc c'est comme un petit enfant qui double sa classe, puis qu'on lui dit faut repasser encore une 3e fois. Donc finalement, il a pas imposé sa candidature tout de suite, mais finalement la personnalité de Mitterrand fait que c'est Mitterrand et on ne voit que lui. Donc il a été nommé candidat début 81. À droite, c'est pas mieux, j'ai envie de dire. C'est pas mieux en magasin, puisque la droite est divisée entre Jacques Chirac, maire de Paris, et Valéry Giscard d'Estaing, président sortant. Donc Jacques Chirac, maire de Paris, est le jeune qui monte, donc ancien Premier ministre de Giscard, ancien
ministre de l'Intérieur de Georges Pompidou, c'est le bulldozer, c'est le petit préféré de Pompidou, c'est celui qui doit poursuivre l'œuvre du gaullisme. Et lui aussi est dans une position compliquée, puisque, sachant qu'il a participé en tant que Premier ministre au gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, comment se différencier de lui et montrer que moi je vais faire une autre politique? Eh ben lui c'est un bulldozer, donc au départ il sait pas trop comment se placer, mais très vite dans la campagne il rentre frontalement contre le candidat sortant, et là on voit qu'il y a deux voix à droite, soit Chirac, soit Giscard. Et pendant ce temps-là, le petit Giscard, enfin plutôt le grand parce qu'il était pas petit, voit tout ça de l'Élysée, où il lui en 74 se présentait comme un candidat moderne, et finalement s'est monarchisé au fil de son mandat. Monarchisé. Il s'est monarchisé. L'air d'un roi, le style, voilà, il y a quelque chose de monarchique qui se met en place. Et finalement, la campagne s'est jouée entre ces quatre grands candidats. Et au premier tour, François Mitterrand en tête, Valéry Giscard d'Estaing en tête, 28% des voix, ce qui est une petite déception quand même pour lui, puisqu'il avait fait 32 en 1974. Ok. François Mitterrand deuxième, avec 25%. Jacques Chirac, très bon troisième, avec 18% des voix. Donc c'est quand même très proche. Ah, ça a été assez serré. Jacques Chirac avec 18%, ce qui était plutôt bon, puisqu'au début de campagne, il n'était crédité que de 10 à 11% des voix. Donc il a fait une bonne campagne. Et par contre, la grosse déception, ça a été Georges Marchais, le Parti communiste, qui est tombé à 15%. C'est-à-dire qu'en 3 ans avant, il y avait eu les élections législatives, le Parti communiste était à 20%. Ils ont perdu 5 points en 3 ans, et ça représente 1,5 million de voix. Ah oui, c'est décevant. C'est même une catastrophe pour eux. Et de là s'installe pendant le deuxième tour, enfin dans l'entre-deux tours, on appelle ça, une petite lutte pour les désistements. Donc ceux qui se désistent pour Valéry Giscard d'Estaing, Michel Debré et Jacques Chirac, mais alors du bout des lèvres. À contre-cœur. Voilà, il fait le job pour les médias, mais ça se voit qu'il n'a pas envie. Donc à l'image ça se voit, c'est sérieux, c'est ton grave, mais sous la table on appelle les élus du RPR pour faire du Rassemblement pour la République, qui est le parti de Chirac. On appelle les élus pour dire vous votez Mitterrand. Oh, donc on les encourage à voter pour la gauche. On les encourage pour voter la gauche, parce que c'est simple, si Giscard est élu, Chirac n'a pas d'avenir politique. Donc c'est vraiment un mouvement politique pour lui. C'est ça, c'est quelque chose de très personnel. Et à gauche, tout le monde appelle à voter Mitterrand. Donc il y a Arlette Laguillet, il y a Huguette Bouchardot de l'extrême gauche, Michel Crépeau qui était candidat du parti radical de gauche, et Brice Lalonde, candidat écologiste. Bon, tous ces candidats ont fait entre 3 et 1% des voix, vraiment très peu, des petits candidats. Et la seule qui ne fait pas d'appel à voter, c'est Marie-France Garot, qui était candidate à droite aussi. Et finalement, pendant le débat, donc il y a un débat dans l'entre-deux tours, Giscard le prend de haut, vient en touriste, croit que ça va se faire tout seul. Je crois que c'est dans la poche. Là. Voilà. Et Mitterrand le travaille énormément. Le travail, mais alors très fort. Donc il est mieux préparé. Extrêmement mieux préparé. Tout a été préparé minutieusement, de la taille de la table à la taille des micros, les plans de coupe, surtout pas de plan de coupe. On ne doit pas voir ce que l'autre fait pendant que l'autre parle. Donc c'est vraiment très quadrillé, très cadré. Et finalement, ça profite à Mitterrand. Donc Mitterrand arrive, se pose en véritable président. On le voit pendant le débat, il a la stature de président qui apparaît. Il en profite pour lancer 2-3 petites piques à Giscard. Giscard ne sait pas répondre. Et on voit à la sortie que Giscard
se rend compte qu'il a perdu le débat. Et on voit, ça a été pendant des mois, ça a été du 50-50 dans les sondages. Et à partir de là, c'est passé à 52 Mitterrand, 48 Giscard. Donc certains historiens disent que le débat n'a pas eu d'incidence. D'autres disent ça a fait tourner l'élection comme en 74. Et l'élection a en effet... le tournant de l'élection a en effet été le débat, puisque François Mitterrand a été élu président de la République avec 52% des voix. Et là, finalement, c'est carrément un air de révolution qui s'est abattu sur la France. Puisque, comme je disais au départ, la moitié de la France, majoritaire, 52%, grande victorieuse, tout le monde dehors, c'est la fête, place de la Bastille, etc. Et les autres, les 48 autres pourcents, qui voulaient Giscard, alors là, catastrophé, ils s'attendaient à voir les chars soviétiques qui arrivaient dans Paris la semaine suivante. Ok, rien de moins, là. Ah oui, c'était vraiment la France qui passait dans le pacte de Varsovie, enfin, c'était vraiment la France qui tombait à l'Est, la France qui devenait rouge, c'était vraiment... Ça frappe les imaginaires. Ça frappe, voilà. Et surtout la France, patrie des droits de l'homme, ainsi de suite. Enfin, vraiment, ça, c'est vraiment une légende, hein, la France, patrie des droits de l'homme. Mais au moins, pour beaucoup de personnes, cette idée est tombée le 10 mai 81, de peur du communisme. Et le président Giscard d'Estaing, quand il a dit au revoir à tout le monde, avec son fameux au revoir, il se lève, il part, et la caméra continue de tourner en montrant une chaise vide. C'est dramatique. C'est vraiment une dramatisation de la situation. Et pendant tout le mois de mai et de juin 1981, jusqu'à l'élection législative, on voit des comités révolutionnaires qui se mettent en place, une épuration dans la haute fonction publique, à la télévision et pareil, avec des renvois, des personnalités qui disparaissent du jour au lendemain et qui sont toujours pas revenus à la télévision d'ailleurs. On les cherche, mais apparemment ils sont partis le 10 mai 81. Mais il y a eu vraiment un sentiment de... Voilà, on a été bâillonnés pendant des années, maintenant on a le pouvoir, on va en profiter. Et l'élection législative qui a suivi n'a fait qu'amplifier la situation, puisque le Parti socialiste et la majorité est inclus dans son nouveau gouvernement, après l'élection législative, en juin, les communistes. Oh, ça c'est choquant. Alors là, très choquant pour les Américains surtout. Et on n'a jamais vu, lors du premier conseil des ministres de ce deuxième gouvernement, Pierre Mauroy, le Premier ministre, on n'a jamais vu autant de journalistes américains dans la cour de l'Élysée pour photographier les 4 pauvres ministres communistes. Encore, ils n'avaient pas des portefeuilles très importants. Il y en avait un au transport, l'autre au PTT, à la poste. Donc c'était pas vraiment c'était pas l'intérieur, c'était pas le... Voilà, c'était pas très important. Mais ça reste une image choquante. C'était symbolique. Oui. Et c'était une histoire aussi pour Mitterrand de dire Georges Marchais, tu te tais. C'était une façon de le faire taire. Surtout que lui, il aimait bien parler, c'était un bon client. Donc, finalement, en conclusion, en 2 mois, le paysage politique français a été balayé. Mais quand je dis balayé, c'est vraiment tout. Tout a été balayé. La gauche au pouvoir, la droite qui a explosé, un nouveau chef de l'opposition qui est Jacques Chirac, le Parti communiste qui engage un déclin, et les principales réformes de la gauche qui se mettent en place également. Retraite à 60 ans, semaine des 37 heures, augmentation de l'allocation familiale, du minimum vieillesse, ainsi de suite. Tout se met en place, et finalement, la France qu'on connaît aujourd'hui trouve sa naissance le 10 mai 80. C'est vraiment un point tournant. C'est un point tournant. Donc, merci beaucoup, Alexandre, pour une autre chronique sur des élections importantes, cette fois-ci au Québec. Donc, je vous suggère une de nos premières chroniques, soit celle du 18 novembre 2016, par Myriam Mongeau, sur l'élection du PQ, le 15 novembre 1976. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Elliot, à la régie. On va te revoir en septembre. J'espère. Oui.
Merci à nos chroniqueurs, donc Julien, Kin, Alexandre, merci d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, sur choc.ca, plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.